À l'ordre, s'il vous plaît. Alors, la Commission des relations avec les citoyens reprend pour une dernière fois ce soir ses travaux. Alors, nous recevons pour l'heure la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, représentée, bien en fait, mesdames, je vais vous laisser vous présenter. Donc, je vous disais il y a quelques secondes que vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour commenter votre mémoire, en fait, pour nous donner les grandes lignes de votre mémoire. On va ensuite procéder à une période d'échange avec les parlementaires. Alors, votre 10 minutes commence à l'instant. La parole est à vous. Bonjour, Madame la Présidente, chers parlementaires. Nous souhaitons d'abord vous remercier de nous avoir invités à prendre part à cette audience publique qui concerne la consultation générale et les auditions publiques sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027. Mon nom est Catherine Papas, je suis directrice générale de la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges. Notre groupement réunit 66 organismes communautaires, dont une majorité de groupes qui desservent des personnes immigrantes et migrantes dans le quartier Côte-des-Neiges, mais aussi au-delà du quartier. Moi, mon nom est Fatma Djebar. Je suis directrice générale du CIARI, le service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants. C'est un organisme à Montréal, on dessert dans tout le Québec. Et notre mission, c'est vraiment de soutenir les personnes issues de l'immigration, quel que soit leur statut. La délégation devait également comprendre Pablo Altamirano, qui est directeur d'ALAC, le service d'aide à l'emploi et l'intégration pour les nouveaux arrivants à Montréal, qui avait un autre engagement ce soir, mais il nous a fait part de ses réflexions avant la rencontre. Côte-des-Neiges compte le plus grand nombre de personnes immigrantes et migrantes à Montréal et présente presque toutes les facettes qui composent l'immigration au Québec aujourd'hui. On y compte environ 181 origines ethniques. Au fil des années, le secteur communautaire a mis au point des expertises, des pratiques et des approches pour lutter plus efficacement contre les facteurs d'exclusion qui affectent les personnes migrantes et immigrantes. En même temps, les organismes sont continuellement confrontés, comme on l'a vu dans la dernière année, à plusieurs contraintes, tant sur le plan des ressources humaines et financières, qui les empêchent de répondre adéquatement aux besoins de cette population aux problématiques souvent complexes. Le mémoire présenté au mois d'août dernier est le fruit d'une concertation qui a réuni plusieurs de nos membres et de nos partenaires. Ce travail nous a permis de formuler certaines recommandations qui, nous croyons, contribuent à créer un environnement plus propice à l'accueil, à l'intégration et à l'épanouissement des personnes immigrantes et migrantes. Ce soir, nous avons choisi de mettre en lumière quelques éléments qui nous semblent prioritaires. Dans une période où le vivre ensemble est menacé par des crises multiples et systémiques et des inégalités criantes, il nous semble essentiel de valoriser la contribution des personnes immigrantes et migrantes, de reconnaître leur rapport à la société québécoise, tant sur le plan économique, social, linguistique et culturel, et d'éviter à tout prix les discours qui engendrent la peur, le racisme et les préjugés. Cette valorisation passe notamment par un travail d'éducation et de sensibilisation qui vise à représenter l'immigration comme une richesse pour le Québec. La valorisation des personnes immigrantes et migrantes doit aussi se traduire sur le marché du travail. Il faut continuer de faire pression sur les ordres professionnels et les employeurs afin de favoriser la reconnaissance des savoirs, des compétences et des expertises de ces populations. Encore aujourd'hui, et malgré la pénurie de main-d'œuvre qu'on constate aujourd'hui, plusieurs personnes immigrantes et migrantes, surtout si leur statut est incertain, n'arrivent pas à trouver du travail, même si elles sont souvent surqualifiées. Ce sont parfois, très souvent, en fait, des aspects subjectifs qui influencent cette reconnaissance sociale et professionnelle, souvent cette non-reconnaissance, en fait. Par conséquent, ces personnes se retrouvent à occuper des emplois précaires pendant plusieurs années, parfois toute leur vie. Nous connaissons toutes et tous ces récits de médecins devenus chauffeurs de taxi ou préposés aux bénéficiaires. Pour ma part, je vous dirais que le cahier de consultation fait état d'un déclin du français en s'appuyant notamment sur le nombre de personnes dont le français est la langue maternelle. Pour nous, la langue maternelle ne peut pas être un indicateur du déclin de la langue française au Québec. Par ailleurs, cette idée reçue ignore beaucoup la contribution importante des populations migrantes et immigrantes à la langue française. Ce constat ne tient pas compte des retombées importantes des cours de francisation qui sont très populaires à Côte-des-Neiges. Chaque jour, dans notre centre,
nous croisons des dizaines et des dizaines de personnes qui, peu importe leur âge, leurs origines, leurs compétences et le nombre de mots qu'ils ont appris pendant leur cours, ces personnes communiquent entre elles en français et je peux vous garantir que c'est très beau à voir. Je citerai également l'exemple des interprètes du CIARI, qui sont des personnes, c'est une soixantaine de personnes issues de l'immigration et qui parlent en français, ils parlent parfaitement français et qui, dans la vie quotidienne, changent la vie de plusieurs personnes allophones. Pour plusieurs personnes nouvellement arrivées au Québec, la langue est parfois une barrière à l'intégration, certes, un frein à la participation sociale, ainsi qu'un facteur d'exclusion. En 2017, à Côte-des-Neiges, une consultation menée dans le cadre du plan stratégique du quartier révélait que la barrière de la langue entrave l'accès à l'information, aux services et à un emploi digne, et que ça limite aussi les relations et la mixité sociale. Et pour les parents, ça rend compliqué et difficile le suivi scolaire des enfants qui très souvent sont appelés à jouer le rôle d'interprète. Vous avez compris que nous sommes particulièrement préoccupés par l'entrée en vigueur de la loi 96. Certains de ces dispositifs menacent non seulement les conditions préalables à l'apprentissage d'une langue et à l'intégration des personnes, des populations migrantes et immigrantes dans la société d'accueil, mais fragilisent également le contrat moral que s'est donné la société québécoise, c'est-à-dire celui d'accompagner, dans un esprit de réciprocité et de bienveillance, l'accueil et l'intégration des personnes migrantes et immigrantes. En ce sens, nous croyons qu'il est important d'adopter un règlement qui autorise l'utilisation de langues autres que le français dans tous les cas où c'est nécessaire pour permettre à une personne d'avoir pleinement accès à un service public essentiel. Nous citerons également la situation des personnes demandeuses d'asile. Vous savez que ça a été porté à l'intention des élus, des médias et du grand public depuis 2022, à la suite d'un appel lancé par les organismes communautaires de plusieurs quartiers de Montréal. Notre équipe au CIARI, comme dans plusieurs groupes communautaires du quartier, a été saisie par cette situation précaire. Les manifestations de cette précarité ne manquent pas. Pour les personnes demandeuses d'asile, nous parlerons de l'abus et de la peur de représailles de la part de propriétaires, la méconnaissance des obligations et des droits entourant l'allocation du logement. Ces personnes se retrouvent souvent à vivre dans des logements surpeuplés, à prendre un logis dans des unités inappropriées ou insalubres, à dormir sur le divan d'une connaissance ou à s'entasser avec d'autres familles dans des conditions sociales et sanitaires difficiles, parfois dangereuses même. Dans le quartier, nous avons vu des mères monoparentales, souvent contraintes à élever leur bébé dans une seule chambre d'un appartement qu'elles partagent avec des inconnus ou d'autres membres de la communauté. Comme leur nom n'apparaît pas sur le bail, ces femmes risquent l'éviction à n'importe quel moment. L'établissement d'une personne demandeuse d'asile relève d'un véritable parcours du combattant. Dans un délai serré, celle-ci est appelée à accomplir plusieurs démarches complexes, souvent sans parler ni français ni l'anglais. Aux traumas et aux difficultés qui caractérisent déjà la trajectoire d'un demandeur d'asile, s'ajoute l'incertitude et l'attente de la régularisation de son statut, ainsi que d'autres facteurs de vulnérabilité. Pour les familles avec de jeunes enfants, la difficulté d'accéder à l'école ou à un service de garde subventionné rend les démarches d'installation et d'intégration encore plus complexes et difficiles. Pour renforcer l'accueil des personnes demandeuses d'asile, il nous paraît essentiel de révoquer la décision du Conseil des ministres de 1996 qui limite l'accès aux services publics pour les personnes demandeuses d'asile. En plus des barrières systémiques qui touchent une partie importante des personnes issues de l'immigration à Côte-des-Neiges, excusez-moi, j'ai sauté un paragraphe. Plusieurs études nous révèlent par ailleurs que parmi les personnes qui ont fait une demande d'asile au Québec, la majorité, c'est près de 60%, verra leur demande accueillie. Il faut donc prendre dès le départ des mesures pour favoriser leur intégration et celle de leurs enfants, que ce soit sur le plan de la francisation, de l'emploi, de l'éducation ou des conditions de vie en général. Finalement, nous souhaitons aborder un dernier élément qui a fait l'actualité
dans les dernières semaines et qui a été vivement critiqué par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit des campagnes de recrutement de personnes de la santé menées par le Québec dans les pays dont les systèmes sont particulièrement précaires. Avec l'augmentation des risques de pénurie et des effets des changements climatiques, le recrutement massif de personnel essentiel soulève plusieurs questions éthiques et risque de fragiliser davantage certaines populations déjà vulnérables. À plus long terme, cette stratégie forcera encore plus de personnes à fuir leur pays. Pour conclure, nous pensons que si nous investissons aujourd'hui adéquatement dans l'accueil et l'intégration et l'inclusion des personnes migrantes et migrantes, le Québec de demain en récoltera les fruits. J'aimerais juste vous rappeler que le Québec choisit son immigration dans la majorité des cas. C'est une immigration jeune, avec de solides aptitudes. C'est une immigration en santé et diplômée dont on ne peut se passer. J'aimerais conclure en vous remerciant vraiment de cette invitation. Merci. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation. Alors, Madame la ministre a accepté une trentaine de secondes, 39 secondes sur son temps pour vous laisser terminer. Alors, on va commencer la période d'échange avec les parlementaires. Donc, Madame la ministre, vous bénéficiez de 15 minutes 50 secondes. La période est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, un grand merci à vous deux pour prendre part à cet exercice. C'est vraiment très apprécié. D'entrée de jeu, je voudrais saluer le rôle que vous jouez, le précieux rôle que vous assumez dans l'accompagnement des personnes immigrantes. C'est un rôle vraiment stratégique et vraiment que nous valorisons, que nous avons en très haute estime parce que ce que vous faites auprès des personnes immigrantes est déterminant. Vous changez des vies, vous changez des parcours de vie et vous créez la confiance, vous créez l'enracinement. Et ça, c'est au cœur de nos orientations, c'est au cœur de nos objectifs. Alors, un immense merci pour le travail que vous accomplissez, qui, je sais, n'est pas facile et qui, je sais, ne vous quitte pas l'esprit, j'imagine, lorsque vous passez la porte du bureau, mais doit continuer à vous habiter pendant les heures qui suivent et voire les nuits qui suivent. Donc, vraiment, j'apprécie grandement l'engagement que vous avez auprès des personnes immigrantes. Et merci également de le faire dans le Côte-des-Neiges, un quartier qui m'est cher puisque j'y ai travaillé pendant 5 ans, à quelques mètres de la Côte-des-Neiges. Donc, vraiment, c'est un quartier que j'aime voir évoluer et je le perçois à travers votre regard. Je vous ramènerai maintenant à votre mémoire. En pages 6 et 7 de votre mémoire, vous recommandez notamment de donner accès à de l'aide financière pour aider les personnes immigrantes à compléter leur stage ou leur formation d'appoint pour obtenir une reconnaissance de leurs compétences. Alors, j'aimerais à ce sujet-là le souligner qu'il existe un programme que peut-être vous connaissez qui s'appelle le Programme d'aide financière à la reconnaissance des compétences, le PAFARC communément appelé. Et ça a précisément pour objectif, donc, de permettre aux personnes immigrantes formées à l'étranger de recevoir une aide financière pour suivre une formation d'appoint qui est prescrite par un organisme de réglementation. Donc, c'est un appui financier qui peut être déterminant pour plusieurs des personnes que vous accompagnez. Alors, je vous invite à faire connaître cette possibilité qu'elles ont d'obtenir une allocation financière. On tente d'être le plus accessible possible au niveau de ces allocations qu'on a mises en place. Donc, c'est une mesure, en fait, qui a été mise en place dans le plan d'action interministériel en reconnaissance des compétences. Aussi, concernant l'intégration en emploi des personnes avant la fin de leur processus de reconnaissance, c'est une proposition donc qui nécessite la pleine collaboration des ordres professionnels, ce qui peut être aidant également. Je vous amènerai maintenant à votre recommandation 2, où vous expliquez bien sûr que certains immigrants, malheureusement, peuvent être victimes d'agences de recrutement qui sont sans scrupules. On en a des échos assez régulièrement, soit à travers des articles de journaux ou encore des documentaires. Et c'est quelque chose qui nous inquiète, sur lequel on veut agir. Et d'ailleurs, on a commencé à agir de manière plus féroce ces derniers mois. Mais j'aimerais vous entendre sur les mesures que vous verriez qu'on puisse mettre en place
pour lutter contre ce type d'agence et ce type de situation dans laquelle parfois les personnes immigrantes se retrouvent et les rendent très vulnérables? Moi, j'ai l'impression qu'il y aurait un travail à faire dans les... dans, Allez-y, on vous entend. OK. Moi, je pense qu'il y aurait un travail à faire à l'étranger d'abord pour sensibiliser. Les offices du Québec dans différents pays ont, à mon avis, un travail à faire de sensibilisation contre justement parce que ça fleurit de façon inimaginable et incroyable. On a régulièrement des cas où des personnes viennent avec un permis de travail fermé et qui ont, pour une raison ou pour une autre, on leur promet monts et merveilles, on leur promet une rémunération parce qu'ils sont liés avec, avec ces personnes-là, mais finalement, c'est très compliqué. Mais à mon avis, il y a un travail de sensibilisation à faire à l'extérieur du Québec avant que les personnes ne viennent. Donc, travail de sensibilisation en amont, avant même que les gens n'arrivent. D'accord. Merci. Je vous amène maintenant à la page 8 où vous faites mention de votre projet pilote sur l'agence de placement communautaire. Oui. Donc, j'aimerais ça que vous nous en disiez davantage sur le fonctionnement de cette agence et puis comment elle contribue à améliorer l'accès à des emplois de qualité. Et si vous avez également d'autres suggestions d'approches novatrices ou de mesures que vous aimeriez nous suggérer, je vous invite à le faire. C'est en fait, c'est un peu dommage que Pablo n'y soit pas ce soir avec nous parce qu'il pourrait vous en parler davantage. C'est encore à une phase pilote, en fait, mais c'est une agence qui est très importante parce qu'elle protège, en fait, il y a beaucoup d'agences de placement actuellement qui ne sont pas encadrées, où les conditions sont lamentables pour les personnes migrantes. Donc, ça propose une solution encadrée, bienveillante pour accompagner les personnes migrantes et les empêcher de tomber dans le piège, en fait, des agences de placement qui cherchent, en fait, qui sont des formes qui en fait exploitent, en fait, les travailleuses et les travailleurs. Mais c'est une agence, en fait, qui a vu le jour dans le cadre de la planification stratégique de quartier il y a quelques années et qui est encore en cours de développement, en cours de définition et qui est aussi à la recherche de financement parce que c'est pas facile de soutenir. Donc, je vous inviterai à rencontrer les membres de la corporation qui travaillent très fort depuis des années, notamment ALAC Promis, le Centre d'emploi, de recherche d'emploi et quelques autres, en fait, pour voir un peu quelles sont les façons de déployer cette agence à l'échelle, en fait, du quartier et plus largement, en fait. D'accord. L'idée venait aussi que c'était pour desservir la population de Côte-des-Neiges, vu que dans le quartier, il y a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises. Il y a les universités, il y a les hôpitaux, et c'était vraiment de pouvoir trouver de l'emploi pour les personnes résidentes à Côte-des-Neiges dans des emplois qui se trouveraient à Côte-des-Neiges. Et des emplois de qualité aussi. C'est ce qui importe beaucoup. C'est un peu ce qui fait la différence de cette agence de placement. C'est vraiment parce que trouver un emploi, en fait, parfois, on tombe dans des modèles d'exploitation, en fait. Donc, ça permet un emploi qui reconnaît les qualifications, en fait, des personnes ciblées, en fait, notamment des personnes migrantes et immigrantes. Et qu'une bonne part des personnes qui se retrouvent avec des agences de recrutement mal intentionnées profitent du fait que plusieurs personnes n'ont pas de permis de travail. Est-ce que c'est ce qui les amène le plus souvent vers ces agences? C'est un peu l'inconnu aussi pour des personnes qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas nécessairement leurs droits, leurs obligations non plus, mais leurs droits, et souvent c'est bafoué. Il y a eu l'exemple
des aides familiales résidentes, par exemple. Il y a eu plein de cas désespérants à Côte-des-Neiges. Des agences ne se trouvent pas nécessairement à Côte-des-Neiges, mais à Montréal. Et il y a beaucoup de barrières. En fait, la barrière linguistique en est une. En fait, quand on arrive ici, souvent, en fait, il y a plusieurs, bon, dans le cas des demandeurs d'asile notamment, la maîtrise de la langue n'y est pas, souvent ni en français ni en anglais. Donc, on est prêt un peu à tout pour, si on arrive avec notre famille, à gagner, en fait, gagner en fait, subvenir aux besoins de la famille. Donc, on est, sans cette protection-là, on est sujet à beaucoup d'abus. On devient très, très vulnérable. Merci. Madame la Présidente, je céderai mon droit de parole. Merci beaucoup, Madame la ministre. Alors, je me tourne du côté de la députée de Vimont et il reste 6 minutes 43 secondes. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Merci. Bonsoir à vous deux. Merci de votre présence pour cet important exercice de consultation. Alors, dans votre recommandation numéro 4, vous proposez de soutenir les initiatives et programmes offrant des services de proximité aux personnes immigrantes nouvellement arrivées. À quel service exactement vous faites référence? En fait, les organismes, en général, en fait, les organismes de Côte-des-Neiges ont développé des façons de travailler qui sont un peu différentes parfois que d'autres quartiers, d'autres régions, à cause des besoins et de la réalité de la population. Donc, il va avoir, en fait, les organismes vont travailler toujours de près avec les écoles. Parce que les besoins des familles, en fait, sont très, très grands en termes d'accueil, en termes d'interprétation, en fait, en termes de même en fait, aide alimentaire, d'aide à se trouver, en fait, des fournitures scolaires avant de commencer. Donc, tous ces services qui sont à la fois, bon, on parle de services d'aide à l'éducation, mais aussi des services d'aide trouver un logement, où tous ces services doivent être soutenus et, oui, en partie, sont fournis par l'État, mais les groupes communautaires jouent un rôle de proximité qui est essentiel pour une population, en fait, immigrante et migrante. Est-ce qu'on pourrait dire que les services sont plus personnalisés selon les demandes? Je pense que oui. Et on réagit toujours au quart de tour selon des besoins. On est régulièrement dans les urgences tout le temps. Mais je pense que c'est assez personnalisé, effectivement. D'autant plus, je prêche pour ma paroisse, je parle du CIARI. On dessert dans 52 langues, au fait, différentes. Et ne serait-ce que ça crée vraiment un lien avec les gens. Il y a un lien de confiance qui s'établit. Les gens parlent, on parle leur langue, on parle leur culture, on décode des affaires que d'autres personnes ne pourraient peut-être pas le faire. Les codes culturels, c'est compliqué. Et ces ressources, c'est des ressources, en fait, que les groupes communautaires à Côte-des-Neiges, notamment, deviennent un peu des ressources pivots, en fait, des personnes, des groupes et des personnes, parce que c'est souvent tous les intervenants, en fait, jouent un rôle fondamental dans ces vies des personnes migrantes et immigrantes. En fait, dans la dernière année, nous, on est vraiment un regroupement, mais on voit tous les gens qui entrent dans le centre et qui cherchent telle personne, en fait, et dans la dernière année, en fait, l'interprète turque, je m'inquiétais, en fait, pour elle parce qu'elle était tellement sollicitée et ses conseils, oui, il y avait une question de traduction, mais il y avait des conseils, à tout bout de champ, quand on vient d'arriver, on n'a pas accès à cette information-là et à être assuré, en fait, on va toujours se retourner vers celles et ceux qui sont capables de nous répondre et qui sont capables de nous répondre dans notre langue. Parce que même si on maîtrise quelques éléments de la langue, c'est sûr que notre langue maternelle, en fait, ça nous permet, en fait, d'être, en fait, rassurés. Ouais.
J'ai encore du temps, Madame la Présidente? 2 minutes 51. Parfait. En fait, je vous rassure, c'est toujours bien de prêcher pour sa paroisse, hein, donc c'est correct là-dessus. Je vais vous emmener un petit peu au niveau de l'apprentissage du français. Vous mentionnez que le milieu à Côte-des-Neiges est particulièrement intéressé à apprendre le français. C'est sûr que notre gouvernement a mis de l'avant quand même beaucoup d'éléments, là, je vous dirais, notamment avec la venue de Francisation Québec, toute la panoplie aussi de cours qui est proposée tant en présentiel que des cours en ligne, de jour, de soir, bref, pour essayer d'accommoder le plus possible les nouveaux arrivants. On développe également d'autres axes de francisation, dont la francisation en entreprise et aussi des programmes pour les tout-petits, pour la famille, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces approches? Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est très bien. En plus, le nouveau processus d'inscription pour les cours de français est un modèle que je trouve très pertinent, génial. Dans le concret, il manque des petites choses. Par exemple, le fait que ça se fasse en ligne, ça pourrait être super efficace, comprenez-vous, sauf que les personnes qui viennent d'arriver n'ont pas nécessairement un ordinateur. Les personnes qui viennent d'arriver n'ont pas nécessairement accès à Internet. C'est plus complexe. Il y a quand même les cours en présentiel aussi. Oui, mais juste le processus d'inscription avec Francisation Québec, dans l'abstrait, c'est une très belle initiative. Et ça aurait dû beaucoup décharger les organismes communautaires qui offrent des cours de français en partenariat avec le MIFI. Mais dans le concret, c'est beaucoup plus ardu. Allez, non, je voulais juste savoir, qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là? Je viens de faire une proposition, moi, au MIFI, justement, c'est je ne sais pas si c'est déjà passé auprès de Madame Fréchette, la difficulté que nous avons en ce moment, c'est que les cours de français, c'est par session, d'accord? Des sessions de 11 semaines. Quand il y a une personne qui vient à la mi-session, elle devra attendre à la session suivante. Mais les personnes qui viennent d'arriver sont dans une situation instable. Ils ne sont pas encore où s'installer définitivement. Des fois, ça va dépendre de leur emploi, de l'inscription des enfants à l'école, etc. Donc, ces personnes-là vont attendre quelques semaines. Je dois vous arrêter, Madame Djebar. Merci pour cette première portion. Merci, Madame la députée, pour cette première portion de discussion. Je me tourne du côté de l'opposition officielle avec la députée de Chaumédé. Je m'excuse, il est tard. Chaumédé, pour une période de 12 minutes 23 secondes. Le micro est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir à vous deux. Merci d'être là. J'aimerais vous laisser finir votre explication, s'il vous plaît. Donc, pour nous, les gens qui attendent la session prochaine pour s'inscrire au cours de français, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait des classes pilotes où les personnes vont pouvoir suivre des cours de français ou un apprentissage pour qu'ils puissent s'inscrire, je m'explique mal, pour qu'ils puissent s'inscrire, pour qu'ils puissent commencer leur cours, d'avoir des classes alternatives en attente d'être dans leur niveau. Je me suis mal expliquée, je suis désolée. On a compris, faites-vous-en pas. On a compris, ne vous en faites pas. Je vais continuer avec la francisation, ça ne vous dérange pas. Vous parlez aussi de problèmes d'accès Internet, d'ordinateur, comme beaucoup d'autres nous ont mentionné la même chose. Que pensez-vous d'avoir des salles, les salles de réunion que les bibliothèques offrent aux étudiants, mais offrir avec des bibliothèques pour les familles, pour les aider, pour l'apprentissage du français? C'est une bonne idée? Je pense que notre mission, c'est aussi d'offrir des cours de français en partenariat avec le ministère de l'Immigration.
Je ne sais pas, écoutez, j'en ai aucune espèce d'idée, sincèrement. Est-ce que c'est la mission de la bibliothèque, des bibliothèques municipales? Je ne sais pas. Je vais recommencer. C'est parce qu'il y a des cours qui sont offerts avec les cours de francisation, mais vous dites qu'ils n'ont pas accès à l'ordinateur et pas de service d'Internet. Donc, peut-être trouver une solution d'avoir accès à ordinateur et Internet dans des bibliothèques afin qu'ils puissent suivre les cours en famille. Donc, c'était une idée. Mais même les bibliothèques, ils vont devoir s'inscrire. Moi, je parlais de problématiques d'Internet et d'ordinateur pour l'inscription au cours de français. La question va se poser aussi pour les bibliothèques, parce que même pour la bibliothèque, il va falloir s'inscrire. Parce que le ministère de l'Immigration offre des cours à distance, mais il y a la possibilité que les gens suivent des cours de français les fins de semaine, en soirée, pendant la semaine aussi. Et nombre d'heures qu'ils veulent par semaine aussi. Donc, c'est assez flexible selon le choix. Et les candidats à la francisation ont même la possibilité de choisir les organismes où ils veulent, selon leur quartier, selon leur... Oui. C'est quand même très avantageux. Il y a toujours une façon de faire des cours où, lorsque la personne s'enregistre au cours, on sait où il est rendu, puis s'il recommence le lendemain, bien, dans le dossier, on sait où il est rendu et il peut continuer jusqu'à ce qu'il termine pour que cette personne ait ses notes finales. Mais c'est des détails, donc on veut tous venir avec des solutions, n'est-ce pas, des recommandations afin d'aider le processus de l'intégration. Des organismes comme le vôtre, c'est tellement nécessaire de plus en plus. Je sais, à Chemédé à Laval, j'en ai Carrefour Interculture, CDLC. Votre présence est très importante, c'est tellement aidant afin d'aider ces gens-là de s'intégrer. Et je comprends bien que quand on parle des immigrants, vous mentionnez tous les statuts. Immigrants permanents ou temporaires, réfugiés, demandeurs d'asile ou sans statut. Donc, vous servez tout le monde et on parle de le service à tous ces gens-là. Parlant de... j'ai plusieurs questions d'où commencer. Tantôt, on parlait des gens sans scrupules, là, qu'ils font, ils font des promesses et ils mettent dans le trouble beaucoup de gens qui viennent ici, ils viennent pour le rêve de vivre au Québec ou étudier ou travailler. J'ai écouté vos recommandations et suggestions afin d'informer ces gens-là à l'extérieur dans leur pays. Toutefois, ici, qu'est-ce qu'on peut faire afin de décourager ces gens-là de charger des prix de fou ou bien de faire des actes non humains? Moi aussi, à mon bureau, je reçois beaucoup d'appels et des gens qui viennent me voir, des prix exorbitants. Comme ils disent des avocats, je ne sais pas s'ils sont des vrais avocats, 40 000, 20 000 pour changer un statut à l'autre. Donc, ils font confiance et ils se font avoir avec sans aucune nouvelle. Pensez-vous qu'on devrait... je pense toujours à des solutions, mais je vais vous donner quelques recommandations que je pensais régulariser les tarifs ou est-ce que les sites d'immigration, est-ce qu'on devrait faire plus facile à remplir? Parce que beaucoup de gens ils disent que c'est difficile aller chercher quel formulaire remplir pour quel statut. Donc... ou pensez-vous j'ai 2-3 solutions. Pensez-vous qu'il nous faut un comptoir information de la part du gouvernement du Québec et du Canada afin de couper ces agents sans scrupules? Donc, 2-3 idées qu'en vous écoutant, je viens avec des idées. Comment on peut aider au Québec, chez nous,
s'assurer que les gens qui habitent ici, ils ne sont pas malmenés par d'autres. En fait, je pense que l'essentiel, c'est de s'assurer que les gens qu'on accueille au Québec ne sont pas dans une situation de précarité. Et dès que leur statut est remis en question ou dès que leur statut est incertain, ça les place aussitôt dans une précarité qui les rend très vulnérables à toutes sortes d'abus. En fait, et je pense que c'est l'essentiel. En fait, la régularisation des statuts, la reconnaissance, en fait, va enlever la peur de ces personnes-là et va les sortir de cette situation de vulnérabilité qui est le premier facteur qui les pousse à tomber aux mains de différents escrocs, en fait. Je pense, je ne sais pas si Fatma, tu veux. Moi, c'est aussi de ne pas permettre à n'importe qui de devenir n'importe quoi, de ne pas permettre à des soi-disant consultants en immigration, ça pousse comme des champignons. Il faudrait peut-être légiférer ça. Il y a eu un certain temps toute une campagne qui avait été faite. On avait beaucoup travaillé avec le MIFI. C'était des écoles qui poussaient comme des champignons. C'était des écoles, entre autres, pour avoir des certificats en entrepreneuriat et qui disaient aux gens, vous n'avez qu'à signer, vous allez être étudiant, vous allez recevoir une bourse. Les gens ne savaient même pas ce que c'était qu'une bourse. Les gens ne savaient pas que cette bourse-là, il fallait que c'était un prêt qu'il fallait rembourser plus tard. Et ça a été infernal. Donc, c'est de ne pas permettre ce genre d'école. Et c'est vrai que les consultants en immigration, il y en a pas mal, tous accrédités, j'imagine. Mais je ne sais pas s'il y a un ordre professionnel pour ça ou de légiférer là-dessus. Moi, je pense que ce serait important. À la page 10, vous parlez de la loi 96. Sur le terrain, quel a été l'impact de la loi 96 sur les immigrants? Des exemples concrets. Quand les personnes viennent chez nous, on a une session pour faire les déclarations d'impôts. On est accrédité par Revenu Québec et Revenu Canada. Et des fois, les personnes, avant la loi 96, les personnes pouvaient nous donner une dérogation, une procuration pour qu'on parle à leur place, parce qu'ils ne parlent ni français ni anglais. Okay? Il y a quelque temps, de plus en plus, mes collègues sont fâchés parce qu'ils ne peuvent pas parler à la place des gens, même s'ils ont une procuration. Et je pense que c'est de l'excès de zèle de certains employés, de certains fonctionnaires, et qui, avec dédain, vont dire tu parles pas encore, ça fait 3 mois que tu es là, tu parles pas encore français, et c'est dégradant. On ne peut plus régler certaines affaires anodines de personnes de par cette loi. Et c'est épouvantable. C'est épouvantable. On a eu un demandeur d'asile ce matin qui passait en commission dans 2 jours. Il a reçu une lettre en français. Il ne comprenait absolument rien. Une chance qu'il est venu au CRE, on lui a dit « Ton audience, c'est à telle heure, c'est à tel endroit. Il faut ramener tel et tel et tel et tel. » C'est très compliqué. Sur le terrain, c'est très compliqué. Nous sommes présents depuis la rentrée scolaire. Nous sommes présents dans de nombreuses écoles du quartier et de Montréal, de Laval aussi d'ailleurs, des écoles primaires, pour les rencontres parents-enfants. Et ça change toute la dynamique des parents. Est-ce que je peux vous raconter une petite histoire? On a le temps? 2 secondes, 2 minutes. Oui. Il y a quelque temps, il y avait un enfant indien qui parlait punjabi, qui avait beaucoup de difficultés à l'école. Sa mère ne parlait ni français ni anglais, elle ne comprenait pas.
que son fils, et elle essayait d'expliquer à l'enseignante que mon fils était brillant. Elle parlait anglais. Mon fils était brillant, je ne comprends pas ce qui se passe, une rencontre avec l'orthophoniste, l'enfant ne comprenait juste pas qu'une voix, qu'une syllabe, qu'un L et un E faisaient le son le en français, qu'une lettre L et A, que le L et le A faisaient la en français, parce que en langue punjabi, c'était complètement différent. Quand notre interprète était présente avec l'orthophoniste, que l'enfant a pu comprendre comment fonctionne la langue française, ça a changé sa vie. Il avait piqué, en tout cas, il avait pleuré, etc., parce qu'il comprenait comment ça se passait. L'enseignante n'était pas capable. Et ça, on a pu, notre collègue punjabi, indienne, a pu lui expliquer, parce qu'elle parlait la langue, parce qu'elle venait de la même culture et elle savait, elle a parfaitement compris que le punjabi et le français, c'était complètement différent. Donc, des fois, avec certaines interventions minimes, changent tout. Les parents laissent à l'école, les élèves en classe d'accueil sont des élèves qui sont complètement perdus, les premiers jours du moins. Ils ne savent pas comment dire, je veux aller aux toilettes. Ils ne savent pas c'est quoi une journée pédagogique. Je dois vous arrêter. Je vous ai laissé terminer votre histoire, mais on a dépassé un petit peu le temps, mais c'est correct. Mais on poursuit avec notre dernière intervention, notre dernier parlementaire pour la soirée, le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Vous avez un temps de 4 minutes, 8 secondes. Le temps est à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Merci aussi pour tout ce que vous faites. J'ai une petite question. Vous parlez de l'élargissement de l'accès à la RAMQ dans votre mémoire, à l'assurance maladie. J'aimerais que vous nous parliez des enjeux, là, notamment pour les femmes à statut précaire. Et selon vous, comment ça se fait qu'en 2023, surtout pour les soins de santé sexuelle et reproductive des femmes, comment ça se fait que ce n'est pas déjà fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait que ce n'est pas déjà fait. Au fait, nous, quand on voit les demandeurs d'asile, ça, c'est un dossier qui me touche profondément. Les personnes sont déjà vulnérables. Les personnes prennent 6 mois, 1 an, 3 ans pour arriver au Québec. Et ils marchent dans la jungle. C'est épouvantable. Je sais que ils ont une couverture fédérale, d'accord? Mais ce qui se passe dans le concret, c'est que beaucoup de médecins, beaucoup d'hôpitaux ne savent vraiment pas à quoi a accès un demandeur d'asile. Et c'est épouvantable. C'est terrible et ça fait que elles non plus ne le savent pas si elles ont accès de toute façon. Donc, il y a des suivis gynécos qui sont sautés, malheureusement. Il y a des problèmes de grossesse qui auraient pu être détectés beaucoup plus tôt qu'ils ne le sont pas. Il y a énormément de coûts pour la santé publique, je devine. Là. Puis il y a des femmes, en fait, qui accouchent, en fait, à l'hôpital et reçoivent la facture par la suite, en fait, et ne savent pas quoi faire avec parce qu'elles sont désemparées. Et là, nous, on est en train d'avoir des discussions avec le CIUS qui est en train de faire des discussions avec différents établissements, les médecins et tout, mais c'est un processus, en fait, ça ne devrait pas arriver aujourd'hui, en 2023, en fait. Et l'enfant qui naît, lui, il naît citoyen canadien, il naît citoyen du Québec, il est admissible à la RAMQ de par sa nationalité. Donc, comment ça se fait que la mère qui a porté cet enfant-là, qui devient citoyen au moment de sa naissance, elle n'a pas de couverture? C'est un non-sens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous parlez dans votre mémoire de situations difficiles liées au permis de travail. Vous soumettez des propositions, mais vous n'allez pas aussi loin que l'abolition du permis de travail fermé. Est-ce que c'est parce que vous ne l'envisagez pas, parce que vous ne vouliez pas aller aussi loin? Quelle est votre réflexion là-dessus?
s'il a été inventé, c'est qu'il a dû répondre à un besoin. D'accord? C'est vrai que c'est épouvantable de devoir, je me souviens il y a quelques années, pour le dossier des femmes, comment on appelait ça? Des dames domestiques, là, surtout des personnes qui venaient des Philippines, c'était les aides familiales résidentes, voilà. C'est un programme fédéral, féodal, tout ce que vous voulez. Mais j'imagine que ça répond à un besoin, vu qu'il existe encore. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont très contentes de venir au Canada, au Québec, et de trouver un employeur. Et ce n'est pas tous les employeurs qui sont mauvais non plus, hein. Il y a des délinquants. C'est certain, mais un permis de travail ouvert permettrait aux employeurs quand même de continuer. Moi, je vous soumets que ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas encore aboli qu'on ne peut pas se poser ces questions-là. Alors, je pense que la société évolue aussi. L'ONU qui vient de nous dire des choses qu'on ne savait pas nécessairement, l'effet que c'était propice à l'esclavagisme moderne. Je pense que maintenant qu'on le sait, probablement que notre réflexion doit avancer. Qui met fin à nos travaux. Merci beaucoup, Monsieur le député. Mesdames Djabar et Pappas, merci de vous être présentés à nous ce soir. Merci pour l'apport à nos travaux. C'est vraiment bien rendu. Alors, Mesdames, Messieurs les parlementaires, je vais suspendre les travaux de la commission jusqu'au mercredi 20 septembre, après les avis touchant les travaux des commissions. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.